Salut, c'est Thomas Rozek. Parmi les nombreuses et diverses contradictions qui peuplent notre époque, la place de l'humour est un cas d'école assez fascinant. D'un côté, on nous serine sur l'absence de sérieux qui caractériserait nos sociétés, où les humoristes sont désormais partout, où il n'y a plus de place pour la réflexion et l'intellect, tout pollués que nous sommes de vannes et d'ironie débordantes au moindre plateau télé qui passe. Et de l'autre côté, on crie à la mort de l'humour, on nous assure, on nous répète qu'on ne peut plus rien dire, qu'on ne peut plus rire de rien avec plus personne, et que Coluche, le pauvre, serait en prison. Allez comprendre. Ce qui est sûr, c'est que la pratique concrète de l'humour, celle qui se fait sur scène, seule selon les règles très anciennes du stand-up, elle se porte plutôt bien et suscite de plus en plus de vocations. Mais comment débute-t-on dans cet univers très codifié ? Comment vit-on de l'humour ? Et puis comment fait-on entendre sa voix sans se faire au passage piquer ses blagues par de plus gros que nous ? Toutes ces questions, elles sont au cœur de notre toute nouvelle série, elle s'appelle Bande de rigolos, elle est signée Anouk Perry et Louise Petrouchka, et le premier des 4 épisodes qui la composent arrive tout de suite. Bienvenue dans Programme B. Si tu fais du stand-up, c'est pour faire du stand-up, quoi. Parce que tous les gens qui commencent le stand-up pour aller sur YouTube, du cinéma ou même pour le podcast, c'est pas le bon plan, je pense. Peut-être pour l'écriture, à la limite, ça peut servir, mais il y en a beaucoup, tu les vois qui commencent pour les mauvaises raisons, ça va très vite. Aussi, il y en a plein qui commencent parce qu'ils sont persuadés d'être hilarants. Et c'est un métier, hein. C'est vraiment du taf. J'ai entendu parler pour la première fois du stand-up il y a peut-être 5 ou 6 ans. Je suis tout de suite devenue fan de cet art qui consiste à faire rire en enchaînant des vannes sur scène. À l'époque, j'en ai moi-même un peu fait. Je garde de cette période le souvenir un peu douloureux de ce combat permanent pour faire rire un public inconnu avec une nouvelle blague toutes les 30 secondes. Je m'appelle Anouk, c'est mon vrai prénom. Je préfère le préciser parce qu'un jour quelqu'un m'a dit que mon nom faisait un peu nom d'animal. Mais je crois que le pire dans cette histoire, c'est que celui qui me l'a dit, c'est mon père. Ma carrière dans l'humour a été de courte durée, mais je ne me suis jamais vraiment éloignée de ce milieu. Jusqu'à il y a peu, j'habitais même en face du Paname Art Café, l'un des rares comédie clubs parisiens proposant tous les jours une scène ouverte aux débutants. Le nom de cet open mic, le Laboratoire du Rire. Et pour savoir comment débuter dans le stand-up en 2019, c'est donc là que j'ai commencé mon enquête. En fait, je vous explique. Donc là, en fait, vous êtes sur un labo du rire. Un labo du rire, c'est quoi ? Qui sait déjà ce que c'est un labo du rire ? Non, personne. Et ben en fait, les labos du rire, c'est en fait des humoristes débutants ou des humoristes confirmés qui viennent tester des vannes. Et du coup, quand on parle de tests, il y a des tests qui se passent bien. Et il y a des tests un peu moins bien. Mais du coup, on compte sur vous pour mettre une super ambiance. Et il faut pas faire une ambiance public Netflix. Comme là, je suis en train de voir là. Avant de continuer, je dois quand même vous préciser quelque chose. Les débuts dans le stand-up, c'est beaucoup de moments gênants. Être drôle sur scène, ce n'est pas naturel et t'es obligé de passer par des passages peu glorieux pour t'améliorer. Comme me l'explique l'humoriste Shirley Soignon, que vous entendrez plus dans l'épisode 2 de cette série. T'en as vu, toi, des comme ça qui étaient extrêmement mauvais et qui ont percé de ouf ? Ouais, tous. Tous presque. Quand j'ai assisté à la scène ouverte du Labo du Rire, j'ai entendu beaucoup de passages qui tombaient à l'eau. J'ai 16 ans et je suis un peu au moment de la vie où on se construit, que ce soit mentalement ou physiquement, surtout physiquement. Ah bah oui, mesdames et messieurs, à cet âge-là, on grandit d'un peu partout d'ailleurs. Et donc, bande de coquins un peu comme ça, hein. Et donc, ce soir, on va parler d'une partie du corps qui grandit justement. On va parler de pieds. Ça vous a déchauffé direct, hein. Alors là, on est dans les loges. Est-ce que tu peux me dire qui tu es ? Qu'est-ce que tu fais ? Bien sûr, ouais. Donc, je m'appelle Abdel. Mon nom de scène, c'est Abdel Warren. Et je fais du stand-up axé sur la vie de couple, quoi, surtout. Les problèmes avec les femmes, avec les parents à l'enfance, voilà. Et ça fait combien de temps que tu fais du stand-up ? Ça va faire 1 an. J'ai fait du théâtre avant classique, de l'improvisation, et là, je me suis lancé dans le stand-up. Et là, on peut dire que ton niveau, c'est quoi ? C'est plutôt débutant, confirmé ? C'est pas à moi de juger ça. C'est long, les débuts dans le stand-up ? C'est très long, ouais. C'est des grands moments de solitude, ouais, et d'incertitude surtout. Est-ce que vous avez remarqué qu'au début, la vie de couple, c'est génial, surtout niveau sexe. C'est Disneyland. Mais au bout d'un moment, il y a quelques attractions qui ferment. Pourquoi ferment-elles ? J'ai ma petite idée sur la question. Les femmes se disent, c'est bon, j'ai passé la période d'essai, je suis en CDI, je peux rien faire, quoi. J'ai bugué, excusez-moi. Merci, excusez-moi.
Je reviens sur le sketch suivant. En terminale, j'étais puceau. J'avais 23 ans. Comment ça s'est passé ton passage? J'ai un peu loupé mon texte, ce qui m'a rajouté du stress. Le format 4 minutes 30, c'est un peu... donc il faut aller vite, quoi. Il faut enchaîner les vannes et c'est un peu dur. Voilà. Le plus dur, c'est que dans notre cerveau, on doit choisir les vannes qui ont le plus d'impact en un temps le plus court. Et ça fait une grosse gymnastique et ça fait un peu bugger, mais je pense que c'est pas une bonne méthode à choisir. Tu vas souvent au labo? Au labo, non, c'est la première fois. Moi, je suis montpelliérain. Je suis monté ici pour les vacances et j'ai demandé à faire la scène ouverte. Ça se passe comment à Montpellier quand tu veux te lancer? C'est un peu plus compliqué. Il y a moins de scènes ouvertes qu'à Paris, c'est sûr. Ici, on peut en faire 5 dans la soirée. À Montpellier, c'est plus la sélection naturelle. Il y en a 2-3. Il y a 2-3 scènes ouvertes? Ouais, 2-3 et encore, je suis gentil. Ouais. Et par mois, même. C'est compliqué. Je m'appelle Nathan, j'ai 16 ans. Moi, je suis au lycée et voilà, j'aime bien, après les cours, de temps en temps, aller faire quelques blagues au Panama Café, voilà. Ça fait combien de temps que tu fais du stand-up? J'ai songé depuis que j'ai 14 ans et j'ai commencé à 15 ans et les premières scènes, c'était vraiment pas fameux, mais faire rire les gens, c'est ce que je préfère le plus au monde. Donc j'ai continué. Là, ça fait à peu près 1 an que j'en fais et voilà, j'aime bien et ça rigole de plus en plus. Donc j'essaie de continuer de plus en plus. Et comment tu écris tes blagues techniquement? J'ai vraiment eu beaucoup de mal au début. Pour ma première scène, je savais pas de quoi parler. Si je fallait parler de moi, de la vie. Enfin, au fil du temps, j'ai compris, je me suis adapté et il y a des trucs qui me sont venus à l'esprit et vraiment c'était de quoi il fallait parler, quoi. Avec le fait que je suis jeune, vu que je pense que c'est pas tous les jours qu'on voit un ado de 16 ans entrer sur une scène. Du coup, justement, j'essaie d'en parler dans mes sketchs. Et qu'est-ce qui marche le mieux? Qu'est-ce qui marche le mieux C'est différent pour chaque humoriste, mais faire rire, c'est ce qui marche le mieux, je pense. En plus de leur niveau très faible, les humoristes en herbe sont souvent confrontés à une autre difficulté. Le public qui vient assister à leurs prestations est souvent très peu nombreux. Pour éviter la salle vide, on demande même aux apprentis stand-uppers de venir accompagnés de personnes qui resteront dans le public. Le soir où je viens, ils sont 7 à passer sur scène, pour moins de 10 personnes sur les bancs, dont 2 enfants. Je m'appelle Romaric Béné, j'ai 37 ans, je suis pseudo-humoriste, c'était ma première scène aujourd'hui, mon premier stand-up. Moi j'aime bien me grimer, j'aime bien faire marrer les gens, donc on essaye. Alain Juppé, tu connais pas? Non. Non, tu connais pas? Ben lui, tu vois, monsieur Juppé, ils l'ont chopé pour emploi fictif. Alors le mec, il a pris 14 mois avec sursis, un an d'inéligibilité. Puis après, ça, il est revenu. Puis il a retrouvé son fauteuil de maire à la mairie de Bordeaux. Et puis il est devenu successivement, c'est dur à dire ça, successivement. Donc il est devenu successivement ministre de l'État, de l'écologie, de la défense, des affaires étrangères. C'était cool, c'était un petit peu rapide, donc il faut aller vite. Après les gens, il faut qu'ils arrivent le temps d'absorber les vannes, si elles arrivent les unes derrière les autres. Quand je suis arrivé, j'ai vu 2 enfants et vu que dedans il y a des mots un peu comme pédophile, sodomie, je ne savais pas si ça allait passer ou pas, mais de toute façon j'avais pas le choix parce que si je le disais pas, j'ai niqué mon sketch. Mais bon, ça va, ils ont pas l'air d'être choqués, j'ai vu que la maman rigolait, donc je pense que ça a été. Après ce reportage sur cette scène ouverte, j'ai décidé d'interroger Rémi Boy, stand-upper et aujourd'hui en charge d'un open mic au Barbès Comedy Club. Je pense qu'au début, t'as l'énergie et la fougue du débutant, du coup ça se passe à peu près bien. Parce que tu peux faire passer des vannes juste avec un petit peu le swag ou juste t'es tellement content de jouer que ça fait rire les gens, tu vois. Et je me souviens vraiment, après mes 3-4 premières scènes, j'avais tellement d'assurance dans le truc que j'avais dit à des potes, les gars, venez, on va voir si vous voulez jouer au labo du Paname. Et ils étaient venus. Et j'avais bidé, mais d'un sec, quoi. Bider, c'est quand ça marche pas, que le public ne rigole pas, réagit pas, ou pire réagit, mais à contre-courant, tu vois. Enfin, bider, c'est vraiment quand t'as aucun contrôle sur le public. Et tu te souviens donc de ce bide, ce que t'as ressenti à ce moment-là? Ouais, en fait, c'est la première fois que j'étais confronté au manque de réception. Vraiment que le public avait décidé que j'étais pas drôle et que je pourrais plus rien faire pour changer ça.
que dans ma tête, je sais qu'il me reste 4 minutes, tu vois, à rester sur scène, et je sortais des cartes, c'est comme si je jetais des cartes de poker en l'air en essayant de trouver une bonne carte, tu vois, je faisais n'importe quoi, je me rappelle vraiment m'excuser, repartir en arrière, essayer des nouvelles vannes, c'est un truc qu'il faut jamais faire en plus, si tu rates une vanne, il faut être fini là, quoi. Tu passes pas à un autre truc, genre, bon, c'est pas grave, j'ai un autre truc qui est rigolo, ou bougez pas. Est-ce que tu peux me raconter ton évolution ces 5 dernières années dans le stand-up ? Au début, je fais vachement de scènes ouvertes, du coup, je faisais souvent des plateaux à 18h, 19h, et il y a très peu de public, il y a beaucoup de comédiens, j'étais plus mauvais, je suppose, et une fois que c'est commencé à être un peu drôle sur les open mic comme ça, j'ai été programmé sur des trucs un peu plus tard, genre des 20-21h, ce qui est dans le stand-up un peu plus cool, parce que tu sais que tu auras plus de public, des fois du public payant, et surtout plus de temps, tu passes de 5 minutes à 10 minutes sur scène. Et après, là, ça m'a donné accès à peu près tous les plateaux en fait à Paris. À partir d'un certain stade, tu peux jouer à peu près partout. Et ensuite, j'ai fait les premières parties cool, genre Farid, Kéron, des trucs comme ça qui ont commencé à m'inviter. Et plus tu montes dans l'humour, plus tu montes aussi avec les autres comédiens. Du coup, t'es invité dans plus d'endroits. Et là, par exemple, le mois prochain, je vais jouer au Festival de Montreux, qui est un grand festival d'humour en Suisse. Et j'étais invité là-bas et je suis super content. Ça se passe comment avec les autres comédiens ? En fait, au tout début, je pense que les premières années dans le stand-up, t'as tellement un effet de bande parce que t'arrives avec ta génération, en fait. T'as plein de gens qui commencent en même temps que toi. Du coup, t'es directement au même niveau qu'une grosse bande de gens. Et là, je pense qu'il y a une vraie communauté de comédiens, tout le monde se serre les coups et tout ça, et plus t'évolues, plus tu t'isoles un petit peu dans ton boulot, parce que, en fait, c'est un peu inhérent au métier, t'es tellement seul dans le stand-up, vu que t'es tout seul sur scène, t'es tout seul à écrire, que après quand tu es sur les plateaux et tout ça, tout cet effet de bande il se sépare un peu, il y a plein de gens qui arrêtent, il y a d'autres gens qui montent plus vite que d'autres, qui percent plus vite que d'autres. Je pense que c'est un des rares métiers où il y a très très peu d'animosité entre les comédiennes quoi. Quand tu croises un comédien, qu'importe son niveau, c'est un collègue et tu vas lui parler de la même façon que tu parlerais à n'importe quel collègue de stand-up. Si le mec il a 1 an de stand-up ou il a 15 ans ou c'est Farid ou je sais pas quoi, quand même tu peux discuter avec tout le monde en fait. C'est ça que j'aime bien aussi dans le stand-up, il y a quand même une sorte de communauté avec ça. Et ça faisait super longtemps que j'avais pas regardé Fort Boyard et en fait il y a un truc qui m'a choqué, je sais pas si la fièvre ou pas. Extrait d'un passage de Rémi Boy en 2015 après 1 an de stand-up. En regardant Fort Boyard, je me suis dit en fait Fort Boyard c'est France 2 qui met des stars dans un fort et ensuite pendant 1 heure France 2 va faire tout ce qu'il peut pour empêcher ces stars de gagner de l'argent pour des handicapés en fait. Et je trouve ça vachement dur parce qu'en plus ils engagent des gens, il y a des gens qui travaillent pour Fort Boyard et c'est des experts dans des sports extrêmement chelous pour faire perdre ces pauvres petits handicapés quoi. Ça me fend le cœur. Quel regard portes-tu sur les débutants aujourd'hui en 2019 ? En plus, vu que je présente les open mic et tout ça, j'en vois plein. Les nouveaux, c'est en ce moment, là, ça fait quelques mois que je fais ça maintenant, où je présente du coup des open mic. Les open mic, c'est pour les grands débutants ou vraiment les gens qui viennent de commencer, ou des gens qui veulent tester. Et il y a 2 formats en ce moment à Paris. Soit c'est des open mic, et ça t'as pas connu à l'époque, je pense, où c'est tout le monde s'inscrit et t'as genre 16 comédiens qui passent sur scène et qui font 3 minutes chacun. Souvent, les 16 comédiens qui sont inscrits, c'est aussi les 16 du public. Genre il y a très peu de public, du coup ils passent un peu les uns devant les autres, enfin on passe, parce que je le fais aussi des fois, on passe les uns devant les autres et tu testes tes vannes sur des comédiens, ce qui est le truc le plus dur du monde. Ou alors il y a des formats où tu fais, moi c'est ce que je fais au Barbès, c'est je prends 2 invités genre un peu plus confirmés et ensuite je fais tirer au sort sur scène les 6 autres comédiens qui jouent. Bon, du coup, vu qu'avec les open mic, je vois plein de nouveaux, à chaque fois, ce que je vois, c'est ce que je racontais un peu tout à l'heure, c'est genre, tu sais, ces espèces de communautés qui commencent, tu vois les bandes de comédiens, qui travaillent avec qui. Moi, j'aime bien voir ça parce que c'est un peu motivant de revoir encore tu vois, ils ont encore des illusions sur, sur comment ça va se passer après, tu vois, c'est assez rafraîchissant de voir ça. Et sur scène, c'est neuf de ouf, quoi. Mais après, tu vois très vite les styles qu'ils vont avoir plus tard. Souvent, chez les nouveaux comédiens, tu vois qu'ils tâtent dans plein de trucs. Tu peux les voir passer d'un jour à l'autre et vraiment pas jouer de la même façon du tout, quoi. Genre, ils testent un truc. Genre, ils vont parler plus fort. D'un coup, ils commencent à vraiment utiliser leur corps pour vendre toutes les vannes ou des trucs comme ça, alors qu'ils le faisaient pas la semaine d'avant. C'est assez marrant à voir ça. Souvent, franchement, quand les gens débutent, ils changent de passage toutes les semaines. Ils cherchent des nouvelles vannes très rapidement. Je pense qu'il vaut mieux vraiment se tuer avec un 5 minutes qui bouge pas pendant quelques mois que essayer de vraiment trouver la vanne parfaite au bout de 6 mois de stand-up, c'est pas possible, je pense.
peut-être, après ce premier épisode, que je ne vous ai pas donné les clés en main pour vous lancer dans le stand-up aujourd'hui. Le truc, c'est que tous les stand-uppers que j'ai rencontrés m'ont dit la même chose. Il n'y a pas de parcours type. Beaucoup passent par les scènes ouvertes, mais j'ai déjà croisé des humoristes qui avaient directement commencé par un spectacle d'1 heure. En revanche, un point commun lie une grande partie des stand-uppers. La galère pour s'en sortir et réussir à en vivre. Des fois, je joue mon spectacle et il y a des gens qui peuvent venir me voir et ils me demandent en fait, ils me disent mais sinon à côté tu fais quoi dans la vie ? Je dis c'est-à-dire, ils me disent pour vivre. Je dis je fais du stand-up. Et en fait, pour eux c'est pas un métier en fait, c'est une passion. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas trop payer quand ils vont voir des spectacles et qui sont contents d'aller voir des spectacles au chapeau parce qu'ils disent de toute façon c'est pas un métier, c'est une passion, on va quand même pas les payer parce qu'ils ont écrit quoi. La suite au prochain épisode.